Autrefois moteur de croissance pour les médias et les entreprises en général, le marché publicitaire malien est désormais fragilisé par la conjoncture économique. Les médias traditionnels, tels que les télévisions, les radios et les journaux, peinent à capter les budgets publicitaires. Dans le même temps, une nouvelle génération d'acteurs, à savoir les créateurs de contenu, s'impose peu à peu comme de nouveaux relais de communication. Comment expliquer cette chute du marché publicitaire national? Quels sont les freins à sa relance? Comment redonner confiance aux annonceurs et assurer la viabilité des médias? Finalement, comment bâtir un écosystème publicitaire qui profite à tous les acteurs du secteur? Marché publicitaire, à qui profite-t-il réellement? C'est une question et c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Marché publicitaire, à qui profite-t-il réellement? C'est une question et c'est le titre de cette émission. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'être accompagné de trois experts. Bonsoir messieurs et bienvenue. J'ai d'abord le plaisir de présenter monsieur Sidi Danyoko. Il est le président du groupement professionnel des agences de communication et des régies publicitaires GEPAC, vice-président délégué du Conseil national du patronat du Mali, donc spécialiste en publicité. Monsieur Danyoko a géré il y a quelques années une agence de communication. Je pense que vous êtes toujours d'ailleurs, vous avez toujours un pied au sein de McCain. Oui, je suis actionnaire, même si je suis plus DG de l'agence, oui, mais mon métier de base, c'est la communication. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, vous avez plusieurs casquettes, tout comme nos autres invités. Et là, j'ai le plaisir de présenter Monsieur Hamidou Sampi. Bonsoir et merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en communication et marketing. Vous êtes le directeur de Mali Online, qui est une web TV. Vous êtes surtout le fondateur de Créacom Afrique, une structure de communication qui existe depuis plus de 25 ans. Tout à fait. D'accord, qui j'imagine travaille avec des publicitaires, qui fait de la publicité pour les entreprises. Oui, tout à fait. En fait, c'est un entre-genre de la pub chez les annonceurs. Les médias en font partie. D'accord. Notre troisième et dernier invité que j'ai le plaisir de présenter est Monsieur Alexis Calambri. Bonsoir également et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes le directeur de publication de Mali Tribune. Vous êtes le président du réseau des journalistes économiques. Mali Tribune, donc un média, presse. Hein. Oui, presse écrite, bi-hebdomadaire, beaucoup spécialisé dans l'investigation qui paraît les mardis et les vendredis. Ce qui est dit. Et donc, messieurs, avec vos différentes casquettes, on comprend que vous êtes plutôt bien placés pour parler de notre thème qui porte bien sûr sur le marché publicitaire. Et ma première question, elle est relativement simple pour vous trois. Quel est le regard que vous portez sur ce marché? Je vais commencer par vous, les communicants. Alors, très bien. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. À parler du marché publicitaire, c'est quelque chose d'exponentiel et de problématique aujourd'hui. C'est un marché qui a été régulé il y a quelques années par le groupement professionnel des agences de communication, le GEPAC, qui a aidé le gouvernement à doter le pays de la première loi sur la publicité. Avant cela, c'était un fourre-tout, c'était vraiment un Far West, il y avait du tout venant et était publicitaire qui voulait, salon de coiffure, salon de couture et tout ce qu'il y a. Et donc, à la faveur de l'organisation des agences de communication autour d'une coupole, le GEPAC, il y a eu une proposition au gouvernement de travailler sur une loi que le GEPAC a bien voulu aider à concevoir, à mener et à suivre jusqu'à ce qu'il y ait la première loi sur la publicité dans le Mali. Et quelque part, la publicité, elle est évolutive, hein, mais ces derniers temps, elle a connu un bond exponentiel, dans le mauvais sens, dans la mesure où, encore après la légifération sur la publicité, il y a eu l'avènement. Il y a encore des défis qui demeurent.
Et on va en parler tout à l'heure, mais très rapidement, Sidi Danyoko, la même question. Vous travaillez régulièrement avec les entreprises. Quel est ce regard-là de chef d'entreprise que vous avez par rapport à ce secteur? Merci pour cette opportunité d'échange. Mon collègue Sampia le disait tout à l'heure, le secteur de la publicité au Mali a connu une évolution positive sur le plan légal. On a eu la chance que c'est un secteur qui est aujourd'hui qui est beaucoup plus organisé, qui est beaucoup plus structuré et qui a pu réduire l'informel, en tout cas pour ce qui est de l'exercice formel de ce métier-là. Nous avons aujourd'hui une loi qui porte un régime général de la publicité. Nous avons un décret d'application. Nous avons des arrêtés. Nous avons 65 agences agréées dans 3 catégories. Tout cela a été organisé, a été structuré et fait en collaboration entre le GPAC et le département en charge du secteur de la communication. Nous avons un organe de régulation de l'affichage publicitaire qu'on appelle le CIP, donc le comité de gestion des espaces publicitaires dans le district de Bamako élargi aux autres communes, dans lequel le comité siège les collectivités territoriales et le GPAC, évidemment, et d'autres acteurs. Donc, globalement, au plan légal, un secteur mieux organisé, plus structuré, qui a fait reculer l'informel. Alors, au plan économique, c'est notre chantier. On pourra en parler. Il y a aussi le fait qu'on voit l'informel rentrer par la fenêtre. On a réussi autant à faire reculer l'informel pour ce qui est des activités ordinaires au plan de vie légale, mais on voit beaucoup d'informels qui viennent de notre côté, mais on pourra en parler. On va en parler tout à l'heure. Mais là, justement, j'aimerais vraiment avoir ce regard-là d'un directeur de publication, d'un patron d'un média. J'imagine que votre regard, il est un tout petit peu différent de Pas un peu, très différent, parce que vous savez, si vous regardez le modèle économique de la presse, normalement, la publicité est au moins pour 40% normalement. Mais chez nous, si vous regardez également la configuration de notre économie, c'est beaucoup d'informels, c'est beaucoup d'entreprises familiales et surtout des gens qui ont réussi sans être partis à l'école et qui pensent que et c'est culturel chez nous, c'est quand on est caché qu'on se renforce. Donc pourquoi s'exposer en faisant de la publicité? J'ai la chance d'avoir été, disons, dans une presse privée qui a été pionnière et qui était, disons, j'étais dans le premier journal privé du Mali quand c'était vierge. Et ceux qui vous donnaient de la publicité, vous faisaient de la charité. On peut dire que carrément, parce que eux ne voyaient pas. J'ai déjà réussi. J'ai réussi mon entreprise. Pourquoi aller communiquer sur? Donc, ceux qui communiquaient étaient beaucoup les représentants des marques étrangères qui signaient dans le contrat qu'il fallait communiquer. Mais on peut dire que le marché publicitaire, en tout cas destiné à la presse, est presque né avec notre deuxième société de téléphonie. C'est elle qui a amené vraiment une culture où les gens de plus en plus ont des budgets de communication, disons, prennent l'habitude d'aller dans la presse. Mais en temps, il y a eu l'explosion des titres et l'émiettement de l'enveloppe publicitaire. Donc, du coup, voilà. Quel est le regard que portent d'autres spécialistes? Je vous invite à suivre ce grand pan qui plante le décor sur notre thème. Graphistes, monteurs, réalisateurs, artistes voix off sont les principaux techniciens qui interviennent dans la production d'une bande-annonce ou d'une affiche publicitaire. Au Mali, ils sont nombreux à proposer leurs services dans ce domaine. Le type de contenu que je propose aux clients, c'est surtout la charte. Parce qu'une belle charte graphique fait vendre. Et quand on a une belle charte graphique, c'est d'abord ça, le travail, ça attire la clientèle. Donc quand on veut mettre son entreprise à un certain niveau, il faut travailler sur la charte graphique. Et la plupart du temps, c'est des spots vidéo avec une belle voix narrative en dessous, avec une musique assez dynamique. Ça dépend de quel type de produit il s'agit. Entre 2012 et 2022,
Le marché mondial de la publicité dans les médias traditionnels est passé de 65% à 40% selon Reuters Institute. La décennie précitée correspond à la période de vache maigre pour les entreprises maliennes, médiatiques en particulier. Le marché de la publicité aujourd'hui, vu la situation économique même du pays, elle est quand même très restreinte. Et on sait très bien que les médias aujourd'hui au Mali ont beaucoup de difficultés à pouvoir faire des chiffres conséquents. Donc, en tout cas, pour la publicité aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont inférieurs à, on pourrait dire, 50%. Pendant que sur le plan national, les médias et les agences de communication peinent à capter la manne financière liée à la publicité, sur le plan mondial, les dépenses publicitaires connaissent une croissance sans précédent, quasi exclusivement au profit du numérique. D'après les prévisions de WAR Global AD Forecast, le marché de la publicité devrait dépasser 665 milliards de francs CFA d'ici fin 2025, soit une progression de 7,4% par rapport à l'année précédente. L'étude de WAR Global AD Forecast indique que 90% des budgets publicitaires sont captés par le digital. Un constat que confirme ce graphiste qui soutient que la majorité des commandes qu'il réalise ces dernières années sont orientées vers les plateformes digitales. On sent que la demande est forte parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des activités, surtout sur les réseaux sociaux comme TikTok et autres. Il y a beaucoup de gens qui vendent des habits, des téléphones et tout. Donc tout le monde est en train de communiquer sur les produits qu'il vend. Ça fait que la demande est forte. Cette puissance du numérique a fait naître sur le marché de la publicité de nouveaux acteurs, les influenceurs. Ces créateurs de contenu mettent leur notoriété et leur production au service des marques qui les sollicitent et communiquent ensuite pour elles sur leurs réseaux sociaux. C'est le cas de cette animatrice télé influente sur les réseaux sociaux. Les marques évaluent l'audience, la portée vraiment des campagnes selon le créateur de contenu. Donc, ça dépend vraiment des créateurs de contenu. Donc, ils peuvent proposer telle somme pour un créateur de contenu A et proposer le double à un créateur de contenu B. Malheureusement, le marché est comme ça. Certains ne voient pas d'un bon œil l'émergence de ces influenceurs dans le secteur de la publicité. Sur les réseaux sociaux, chacun communique, chacun dans son tarif, et ceux qui sont professionnels et ceux qui ne sont pas professionnels. Tout le monde est rentré là-dedans, et chacun communique pour avoir quelque chose. Et c'est pour cela que la tarification n'est pas fixée. Parce que si toi, tu dis qu'un client vient en toi, en tant que professionnel au niveau de la radio, tu essaies de fixer la tarification officielle, et tout de suite, tu vas voir quelqu'un des réseaux sociaux, et qui va te le prendre à 1/10 du prix que toi, tu es censé lui dire. Donc, vous voyez, c'est une concurrence, une mauvaise concurrence, une concurrence déloyale que les réseaux sociaux sont en train de faire aux professionnels. En Afrique, c'est compliqué, et encore plus au Mali où l'influenceur est son téléphone, il s'assoit là où il veut, il a une connexion, il fait sa publicité, il empoche son argent, il s'en va. Par contre, en Europe, tu dois payer ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Même si ça relève de la publicité et des marchés de publicité, elles doivent être mentionnées dans les fiches d'impôt élevées. En décembre 2018, lors de son assemblée générale ordinaire, le GEPAC, Groupement professionnel des agences de la communication, a révélé que le chiffre d'affaires annuel des agences de communication au Mali s'élevait à 20 milliards de francs CFA. 10 ans plus tard, ce montant aurait baissé du fait des nombreuses crises auxquelles le pays a été confronté.
20 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour le secteur il y a 10 ans. On va revenir bien entendu sur ce montant, voir s'il a évolué ou pas et quelles peuvent être les conséquences juste autour. Mais messieurs, d'abord une réaction par rapport à ce reportage qu'on vient de voir. On a de nouveaux acteurs qui sont entrés dans le secteur de la publicité, on va le dire ainsi. Sidi Danyoko, on parle de plus en plus de créateurs de contenu, vous n'êtes pas dit d'influenceurs? Oui, c'est un constat qu'il y a des acteurs multiformes qui sont sur le marché. Je dirais que il nous appartient de décider quel modèle économique nous voulons pour un pays. C'est le débat doctrinal qui consiste à dire est-ce qu'il faut plus d'informel ou moins d'informel? Qu'est-ce qui est bon pour le pays? Et c'est ce choix qu'il faut faire. Si plus d'informel pouvait développer un pays, je pense que ça se saurait. À un moment donné, tout secteur, tout marché a besoin d'être organisé, d'être formalisé, de sorte que l'ensemble des acteurs aient leur place, bien entendu, mais en acceptant de rentrer quand même dans un minimum de formalité qui permet au moins d'identifier, de sécuriser, de collecter de la fiscalité et de professionnaliser. Donc, c'est ce travail qui est à faire. En partie, nous l'avons fait au GEPAC, mais il y a effectivement un pan entier qui reste quand même, qui manque, qui n'est pas régulé et qui est un chantier. Monsieur Sampi, je sais que vous ne voyez pas d'un bon œil l'arrivée de ces influenceurs, en tout cas dans le secteur de la publicité, je me trompe? Alors, non, pas du tout. En fait, moi, je suis pour que le marché s'ouvre, mais légalement. En réalité, c'est ce que je disais. Quand on a mis de l'ordre dans notre maison, très rapidement, on a été rattrapé par l'émergence des réseaux sociaux et des nouveaux acteurs qui, sans entreprise, sans charge, aujourd'hui se retrouvent être nos concurrents directs et prennent les marchés et bien sûr ont leurs médias. Donc, il y a une évolution très rapide sans que les textes ne suivent. Aujourd'hui, sans loi régissant ce domaine, ça redevient la jungle. En fait, c'est comme si on allait faire le toilettage d'un système et on se retrouvait avec l'embourbement au bout d'un temps. Aujourd'hui, tout le monde a sa place. Quand c'est régulé, c'est organisé, comme dans d'autres pays, et que la concurrence est saine, tout le monde a sa place. Ces acteurs aussi, c'est la demande et l'offre. C'est le marché qui l'exige. Et le développement aujourd'hui ne peut s'arrêter parce que on a des textes qui sont obsolètes. Aujourd'hui, il importe que rapidement le législateur mette de l'ordre à ce que la jungle ne s'installe pas. Et ça s'installe. Mais vous disiez tout à l'heure qu'au niveau de la législation, tout est clair, tout a été fait. Ça n'a pas été balisé à ce niveau, c'est-à-dire les nouveaux acteurs qui arrivent, qui sont dans le digital. Non, pour moi, c'est pas un problème de texte, ou du moins pas de cette façon. En fait, il peut y avoir un problème de texte, mais pour ce qui nous intéresse, nous, de la presse, c'est-à-dire, si vous regardez le marché publicitaire, en tout cas, il y a la presse et ce qui est hors presse. Mais ce qui était destiné à la presse, on ne peut même pas dire qu'il y a un émiettement. Il y a comme une sorte de migration du budget publicitaire qui était alloué à la presse, qui va beaucoup plus vers déjà ces créateurs de contenu. C'est vrai, si vous parlez avec les annonceurs, très souvent ils disent, en regardant la configuration sociale de notre société, c'est beaucoup plus oral. Et ces créateurs de contenu, disons, sont suivis souvent plus que les médias. On ne peut pas nier. Mais les médias ont un rôle social et c'est là où je peux les rejoindre en disant que si jamais ils ont à reprendre les textes, qu'ils puissent mettre dans la loi qu'il y a quand même une protection qu'on doit à la presse parce que elle a un rôle social à jouer. Tout à fait. Messieurs, je vous donne la parole juste après cette première infographie qui va nous permettre de mieux comprendre déjà le secteur de la communication et des régies publicitaires, un secteur qui normalement doit booster la publicité, en tout cas donner de la publicité aux médias. En regardant ces chiffres donc du groupement professionnel des agences de communication et des régies publicitaires, donc c'est un groupement qui a été créé en 2011. On parle donc pour la première cohorte, on parle de 55 agences, ensuite pour la deuxième cohorte 11, ce qui nous amène à 66 agences agréées. C'est qu'aujourd'hui il y a un
comité d'examen des demandes d'agrément qui travaille chaque année, qui reçoit des demandes et qui les traite. Ce comité va évoluer, mais à l'instant T, effectivement, pour ceux qui ont formellement, qui l'ont reçu, donc leurs documents pour exercer officiellement au Mali, ce sont ces 3 catégories-là avec 2 cohortes que nous avons délimitées. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur l'importance de ces agences-là? Tout à l'heure, je le disais, c'est dans le cheminement de la publicité. En réalité, c'est vous qui concevez, en tout cas, c'est vous qui avez les marchés, qui vous donnez même parfois ces marchés-là aux médias après les avoir eu avec les entreprises. Comment cette connexion-là se fait avec les médias et le secteur privé de façon générale? Alors, vous êtes en train effectivement de toucher au cœur du débat. C'est quel est le rôle d'une agence? Une agence de publicité, et je pense que je serai complété aussi par mon collègue Sampi, c'est l'architecte de la communication. En ce sens qu'il est en amont. Il est le conseil. Il conçoit, il structure, il organise la communication. Et évidemment, ça se décline après en publicité. Et ensuite, il travaille avec l'ensemble des acteurs. En fait, c'est pour ça que l'agence n'est pas en confrontation ni avec les médias, ni avec les créateurs de contenu, ni avec les web médias, ni avec même les autres acteurs du marché, parce qu'il est censé travailler avec tout le monde. Il est censé faire travailler tout le monde. Et dans un marché normal, quand c'est bien organisé, le travail de l'agence permet d'augmenter, de lever plus de fonds, plus de budget publicitaire qui ensuite sont dispatchés à l'ensemble des acteurs qui sont en aval de cette activité-là. La seule chose qui est importante, c'est de comment faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient formalisés pour ne pas que ça soit l'informel domine trop excessivement au point de tuer le formel. Parce que si tu tues le formel, tu n'as plus d'économie moderne. Et je ne suis pas sûr que ce soit ça le bon scénario. Alors, comme il a dit, l'agence de communication, c'est un peu le maître d'ouvrage, l'architecte. Et imaginez dans une maison que le décorateur intérieur se prend pour l'architecte, le maçon. C'est un peu ça. Aujourd'hui, il le sait. Quand, en 2000, nous avons créé notre agence, pour aller un peu en schéma direct, on a beaucoup travaillé avec eux. On leur a amené beaucoup de chiffres d'affaires dans la publicité. Ça, c'était quand il y avait de l'offre. Aujourd'hui, l'offre et la demande ont fait bouger le curseur. Les médias aujourd'hui ont évolué. Les médias en ligne, les médias papier, les médias radio. La demande aujourd'hui est devenue très forte. Et l'offre n'a pas beaucoup bougé. La migration, les médias au Mali, moi, je les accuse un peu. Ils ont laissé de la place à ce changement, à cette révolution qui est menée par d'autres personnes qui ne sont pas des professionnels. D'autres personnes, faites allusion à qui? Aux influenceurs, aux activistes sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui, moi je l'ai dit au salon des médias, j'ai dit, intégrons que c'est des médias à part entière. Aujourd'hui, dire que quelqu'un qui a 1 million de followers n'est pas un média, c'est pas vrai. Soit le législateur suit rapidement à ce que on puisse harmoniser le tout, que un journal, une radio, une télé et quelqu'un qui a un média online de 1 million de followers sont sous la même coupole, où il va y avoir la jungle. Donc, ceux qui n'ont ni charge ni organisation vont prendre le haut du pavé et malheureusement, les annonceurs, les clients vont exiger à ce que les agences puissent aller vers les personnes qui ont plus d'impact et qui ont plus d'audience. Et l'audience est du côté de ces activistes et de ces influenceurs. Donc, rapidement, il y a ce qu'on appelle des actions urgentes qu'il faille faire. On va parler tout à l'heure des actions, mais Alexis Calambri, justement, en parlant du rôle de ces agences de communication, on sait qu'il y a encore quelques années, il y avait un peu plus d'agences avant que la législation ne passe par là, ne fasse le toilettage. Mais comment expliquer que on a des agences qui sont bien structurées, on a des médias qui, pour certains en tout cas, va la reprendre aux normes, mais que le marché publicitaire soit toujours aussi timide en ce qui concerne les médias traditionnels? Non, je l'ai dit, hein, la première raison, c'est cette culture publicitaire que nous n'avons pas. Nous n'avons pas la culture publicitaire au Mali? Ça commence timidement jusqu'à présent. Il y en a qui sont en capacité de communiquer, mais qui ne trouvent pas important parce que chez moi, ça marche déjà. Et au-delà de ça, vous avez quand même le marché publicitaire est un peu le reflet de l'économie. S'il y a la concurrence, chacun va essayer de se faire voir. Malheureusement, nous avons un tissu économique qui s'effrite tous les jours.
Vous avez toutes les entreprises qui s'en vont. Vous avez, pendant longtemps, je l'ai dit, qu'est-ce qu'on avait comme disons, c'était les campagnes de sensibilisation, les programmes élargis de vaccination, les ONG qui veulent communiquer sur leurs résultats. Mais même ces ONG sont parties. Même les entreprises privées, les multinationales se font rares au Mali. Donc, oui, la publicité, quelque part, est le reflet de l'économie ou reflète même le dynamisme de l'économie, et nous n'avons pas une économie dynamique aujourd'hui. Nous n'avons pas une économie qui se régénère jusqu'à présent. Messieurs, je vous donne la parole après cette infographie. 20 milliards de francs CFA, le chiffre d'affaires il y a encore tout juste 10 ans, des agences de communication, Sidi Danioko, Amidou Sampi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces 20 milliards? Je sais par expérience, je sais par mémoire qu'à l'époque, vous disiez déjà que c'est petit, c'est insuffisant comparé à d'autres chiffres d'affaires des pays voisins. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire et même au Sénégal. Le Sénégal, en 2020, était à 26 milliards de francs CFA. Vous me direz que le Sénégal ne traverse pas toutes les crises que nous rencontrons. Mais aujourd'hui, ce chiffre, arrêtez-moi si je me trompe, il a été avancé en 2015. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est en dessous, au-dessus ou toujours à 20 milliards? Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau, messieurs? Alors, nous sommes largement en dessous. C'est lié au fait que d'abord, on a un contexte Mali qui a créé beaucoup de chocs de l'économie. Et l'économie est directement, intimement liée à la publicité. Aujourd'hui, les spécialistes, les professionnels vous diront que rien que sur les 5-10 dernières années, ils ont quasiment tous une baisse de chiffre d'affaires de plus de environ 50% minimum. Parce qu'on a eu choc Covid, derrière au Mali, choc sécuritaire, problème politique, problème énergétique, problème de dynamisme économique, et les investissements publicitaires ont drastiquement baissé parce que les annonceurs ont eu ces 5 dernières années tellement de problèmes qu'ils ont sous-investi et parce qu'ils sont concentrés sur des questions de survie. Donc oui, l'activité économique a connu des chocs, et ces chocs aussi ont impacté les investissements publicitaires. Donc on a eu beaucoup de baisse de l'investissement publicitaire. C'est pour ça que les médias, effectivement, ne peuvent que ressentir ce contre-coup, parce que les agences qui en amont conseillent les annonceurs et qui les aident à structurer leur activité de communication, donc à structurer les budgets et à investir, on ressent cela, ça va se traduire en aval par les investissements. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent aussi les problèmes liés au fait que pourquoi le budget publicitaire n'est pas assez conséquent au niveau des médias. Il y a d'autres raisons qu'on peut évoquer. D'abord, c'est lié au fait que d'un côté, le secteur de la publicité au Mali s'est organisé, s'est structuré et a pu faire en sorte qu'on a pu avoir cette catégorisation des agents par spécialité. Et au même moment, on a eu, aux côtés des médias, une prolifération des médias. C'est-à-dire là, pendant que les budgets publicitaires baissaient, le nombre de médias augmentait de façon exponentielle. Permettez-moi de vous couper 2 secondes juste pour voir en image ce que vous venez de dire. Le nombre donc des médias au Mali, on parle de plus de 500 radios, plus de 40 télévisions, plus de 300 journaux, presse écrite, en ligne. Et là, on est à peu près à près d'1 millier de médias. C'est même plus que certains pays, une dizaine de pays en Europe. C'est intenable. Je vous donne un exemple. Au Mali, aujourd'hui, tu as à peu près, si je ne me trompe pas, une quarantaine de télévisions privées. En Côte d'Ivoire, en moyenne, ils tournent encore autour de 5. Pourtant, les budgets publicitaires sont quand même 10 fois plus élevés. Et où est le budget publicitaire qui va permettre de faire vivre 40 télé au Mali? Ça n'existe pas. Où est le budget publicitaire qui va permettre de faire vivre 300 journaux, 400 radios? Ça n'existe pas. Surtout encore mieux, où non seulement ces budgets ont baissé, mais au même moment, avec la digitalisation, qui reste un secteur informel, qui est d'ailleurs pour l'instant l'élément informel du secteur de la publicité, parce qu'on a dit que le secteur a été formalisé, a été organisé, a été structuré, mais il y a un pan qui manque, qui reste le pan de la publicité donc digitale qui n'a pas été légiféré, qui reste à organiser, à structurer pour le ramener pas l'éliminer, mais on peut même pas le ramener dans le formel. Et je crois que mon collègue disait tantôt que c'est aussi des entrepreneurs. Et si c'est des entrepreneurs, il faut juste le même dans les mêmes conditions de compétition et puis d'obligations fiscales que les autres acteurs. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, l'activité publicitaire,
ne permet pas, le budget publicitaire au Mali ne permet pas de faire vivre ce nombre très important des médias. Alors ça veut dire qu'il faut se poser d'autres questions, où il faut travailler à organiser davantage aussi les secteurs des médias, il faut les regrouper, il faut les remettre ensemble, il faut voir comment mieux les structurer, mieux les organiser. Et l'exemple du secteur de la publicité, où on avait 400 agences avec des agréments qui se promenaient dans la ville de Bamako, et donc ça faisait beaucoup de cacophonie, et aujourd'hui on a une 66 agences dans 3 catégories, ça paraît beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus organisé, et même là encore, il y a le chantier reste ouvert. Amidou Sampi, je vous donne la parole juste après Alexis Kalambri. J'aimerais vous entendre. Vous êtes patron des médias et quand on entend ce que Monsieur Sidi Danoko dit à l'instant, on est difficilement optimiste après. Oui, je voudrais 2 choses. Avant ça, ça allait tellement bien si vous aviez désagrégé vos 20 milliards là, ou vos moins de 20 milliards. Vous allez trouver que c'est peut-être les 80%, c'est 3 sociétés qui... C'est vrai qu'il y a des grandes sociétés qui ont la majorité de la publicité. Exactement. Donc, naturellement, ils sont obligés de tenir compte de tout le monde et cela fait que, voilà, ça va baisser. Alors, pour la presse, comme je l'ai dit, malheureusement, le modèle économique de la presse n'a pas évolué presque depuis la naissance de la presse moderne. Donc, c'était la vente et les annonces. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas capable au Mali de dire, en faisant mon budget de l'année prochaine, je ne suis pas capable de dire, je peux mobiliser tel montant en publicité. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que normalement, ce qui doit se passer, c'est que lui, en tant qu'annonceur, doit me signer un contrat pour me dire, bon an, mal an, l'année prochaine, je te mobilise tel montant. Donc, et il a des droits. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il a 2 pages chez moi à chaque parution. Mais il le fait pas parce qu'il me tient. Au lieu que on est sur une base claire, ça va être de l'informel. Peut-être il va prendre une pub à 300 000, il va venir me donner à 75 000. Ça prendra à laisser. Je refuse, quelqu'un d'autre va prendre. Donc, il y a que le nombre fait que les entreprises de presse sont faibles et fragilisées devant les annonceurs, n'ont pas de contrat formel et du coup n'ont pas de visibilité sur leur budget, donc incapables de se développer d'une certaine façon. Donc oui, et peut-être on arrivera aux solutions où cela va demander que l'État s'implique pour qu'il y ait plus de clarté à ce niveau-là aussi. Amidou Sampi, je vous donne la parole juste après cette autre infographie qui va nous permettre de voir que il y a une généralité quand même à ce niveau, au niveau du déclin dans le monde des médias traditionnels en matière de publicité. On parle donc en 2020, ce déclin, on peut le voir à l'antenne. Pour les magazines, on parle d'une chute de plus de 49,9%. Les journaux, on parle de 45,8%. La télévision, 35,2%. La radio, 17,7%. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quasiment tous les médias traditionnels perdent des parts de marché, mais au profit de qui? Du digital, Facebook, les GAFAM comme on dit aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge? C'est-à-dire, tout à l'heure, on va parler des pistes de solutions. Vous me donnerez certainement des pistes de solutions pour dynamiser ce secteur de la publicité. Mais quand on voit que du point de vue, en tout cas pour les médias traditionnels, cette chute-là, même des médias qui sont bien structurés dans des environnements très bien structurés, notamment en Europe, vivent cette réalité. Est-ce que ça veut dire que finalement, voilà, le problème reste et demeure? Alors, il faut tenir le taureau par les cornes et se dire la vérité. En fait, les agences de communication sont en train de naviguer en eau trouble depuis très longtemps. S'il ne me dira pas le contraire, le rôle des agences est d'abord méconnu, et du public et du privé. Parce que les agences de communication, aujourd'hui, à tort ou à raison, il y a un amalgame entre communicateurs et journalistes. Tout à fait. Donc, ce qui fait que les budgets publicitaires de l'État partent dans tous les sens. Parce que on ne se dit pas, il y a les agences de communication, ils sont spécialisés, ils doivent pouvoir nous faire des stratégies et assortir des plans de communication et déployer les budgets. Non. Les budgets sont distribués à tort et à travers
sans organisation, sans structuration. Parce qu'il y a une méconnaissance totale de la communication, du rôle des communicants et du rôle des agents de communication. Même des décideurs. Alors, il y a également, de l'autre côté, l'informel, on l'a dit. Ceux qui n'ont pas été à l'école, va savoir ceux qui sont intellectuels, instruits, sont décideurs, méconnaissent. L'informel, encore moins. Donc, l'informel, aujourd'hui, tient l'économie du pays. Aujourd'hui, vous avez même de l'informel structuré aujourd'hui. Ceux qui étaient des banabana hier, aujourd'hui, qui sont devenus industriels, dans la tête, ils n'ont pas changé. Donc, c'est les mêmes méconnaissances du mécanisme de la communication dans le pays. Ça fait que il y a la loi, il y a les textes, mais qui va l'appliquer? Parce que les décideurs ne connaissent pas la différence entre communicants et journalistes. L'informel n'a pas été à l'école. Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème de pédagogie autour de la communication dans le pays d'abord. Et d'ailleurs, cela entraîne ce qu'on appelle ce gaspillage des budgets de communication. Parce que on ne fait pas appel aux professionnels de la communication. Et la communication, c'est comme la médecine. Moi, je le disais hier à quelqu'un, c'est comme la médecine. On ne va pas à la pharmacie se faire prescrire une antibiotique ou un comprimé parce qu'on se dit malade. Ou parce que on veut se bénir contre des maladies. Aujourd'hui, il est important que nous mettons la communication dans son cercle, dans sa place, pour que aujourd'hui tout cela tienne. Sinon, on fera 1000 milliards de budget, encore, on va être dans le désordre. Il importe aujourd'hui que, au niveau de l'État, on sache que l'interlocuteur, c'est les agences de communication. Ce n'est pas parce que on aime Sidi, on aime Sampi ou on aime XY, c'est parce que eux, ils ont c'est des professionnels du métier qui sont habilités à le faire. Et dès l'instant que on passe par eux, tout le monde va avoir sa part. C'est comme chez le médecin, quand vous allez faire la consultation, celui qui va faire l'analyse, celui qui va faire le traitement, la pharmacie, tout le monde a sa place et tout le monde va avoir ce qu'on appelle ce qui se doit. Mais si on ne fait pas ça, aujourd'hui, c'est le désordre profite à ces annonceurs, à ces activistes, c'est normal parce que les gens se disent publicité qui est là au bout. Parce que on ne sait pas qu'il y a une Mais y a-t-il un danger, justement? Bien entendu. Lequel? Le danger, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme la médecine. Les gens vont jeter de l'argent dans de la publicité, mais qui va devenir une publicité incontrôlée, incontrôlable. La publicité a des règles. S'il va me renforcer là-dessus. La publicité, c'est une science. Il n'est pas donné à qui le veut de faire de la publicité. C'est vraiment un métier qu'il faille apprendre, qu'il faille bien structuré avec les acteurs pour y aller. Pour faire un spot, c'est pas n'importe qui. Il suffit pas d'avoir une caméra, il suffit pas d'avoir un texte pour faire des spots. Il y a des règles derrière, des directeurs artistiques, il y a tout ce qu'il y a. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues qui interviennent. Mais bon. Monsieur, pardonnez-moi l'incongruité de ma question, hein. Mais quelle est votre responsabilité? Vous, quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous qui êtes sur le plateau, mais vous qui êtes dans le secteur des médias, vous qui êtes dans le secteur des agences de communication. Quand on voit que le digital aujourd'hui est en train d'évoluer, on l'a dit, le marché mondial de la publicité a évolué à cause du digital. 90% des parts de marché de la publicité ces dernières années vont au digital. Mais comment se fait-il qu'il y ait encore des agences, qu'il y ait encore des organes qui, justement, ne mutent pas, ne vont pas vers cette digitalisation de l'information, de la publicité et de toute la communication autour? Alors, en fait, je veux préciser que le digital ne gêne pas les agences. Je peux vous dire que il y a quasiment très peu d'agences, il y en a quasiment pas qui n'ont pas déjà intégré le digital dans leur procédure de travail. Quasiment toutes les agences ont un pôle digital et font de la communication digitale. Donc, ça c'est intégré. Ce que nous avons demandé, c'est de dire que il faut organiser. Il faut maintenant, réguler ce secteur qui ne l'est pas encore. Un peu comme les autres aspects de la publicité. Réguler, d'abord, ce n'est pas pour l'intérêt des agences, c'est d'abord dans l'intérêt de l'État. Aujourd'hui, l'État gagne 0 francs sur la communication digitale. Il n'y a pas d'emploi formel créé dedans, il n'y a pas de protection sociale dedans, il n'y a pas d'impôt dedans et il n'y a aucune donnée. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de données. Vous savez, il est difficile quand même d'organiser quelque chose pour lequel tu n'as pas déjà les statistiques. Donc, organiser, c'est d'abord dans l'intérêt de la société et de l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Plus que les agences, parce que les agences le font déjà. Elles ont déjà intégré le digital et elles travaillent déjà sur le digital. La plupart des agences font de la communication digitale. Seulement, l'avantage d'une agence, c'est qu'au moins c'est formel.
on voit quand même les budgets qui sont facturés, on voit les impôts qui vont avec, on voit les emplois qui vont avec, on voit les cotisations sociales qui vont avec, etc., etc. Donc, c'est pas ce qui est gênant. Par contre, il a touché un point qui est très important. Pourquoi organiser la communication et la structurer à son intérêt? Peut-être que tout le monde doit se demander pourquoi c'est utile. Ce n'est pas parce que les agences sont simplement habilitées, mais c'est que quand c'est organisé, c'est structuré, ça profite à l'ensemble des acteurs. C'est comme si aujourd'hui, une agence, l'expérience nous a montré que dans tout où il y a une bonne organisation, une bonne structuration, les budgets publicitaires augmentent. Parce que les annonceurs comprennent mieux où vont leur argent. Et ils sont capables d'avoir plus de redevabilité, plus de traçabilité et plus d'évaluation des campagnes qu'elles financent et qui sont réalisées par les agences. Donc, ça profite. Ensuite, une agence ne peut pas à la fois concevoir une campagne, l'exécuter, sans faire travailler l'ensemble des canaux. C'est impossible, puisqu'elle a pour vocation d'avoir de l'impact. Si sa campagne, pour qu'elle ait un impact, ben, elle n'a pas d'autre choix que de travailler avec les médias et les meilleurs. Et ceux qui ont les meilleurs contenus, ceux qui ont le plus d'audimat. Et les médias qui ont le plus d'audimat, les médias qui ont le plus de contenu, les médias qui ont la meilleure capacité à influencer, à impacter la société, il va travailler avec ces médias-là. Donc, cette organisation, cette structuration, elle est bonne pour tout le monde. Alors, je vais terminer par un point que j'avais signalé, c'est vous avez posé une question, pourquoi le budget publicitaire n'arrive pas, en tout cas, suffisamment dans les médias? Je crois que c'était ça le cœur de votre débat d'aujourd'hui. Alors, j'ai dit d'abord, c'est que l'investissement publicitaire, malheureusement, il a baissé au Mali. On a expliqué les raisons. Première raison, lié à un contexte, c'est conjoncturel, ça peut évoluer. Si le contexte conjoncturel change, ça peut évoluer. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut ne pas s'attarder. Le deuxième point, c'est qu'il y a l'organisation du secteur même de nos partenaires des médias. Et ça, il y a une responsabilité des facteurs des médias et de l'État pour que, au moins, qu'on puisse, autant que possible, réguler un peu plus le secteur des médias. Pas réguler, vous voulez dire réduire? Entre autres, réduire, bon, ça ne se décrète pas. Réguler? Ça ne se décrète pas de la réduction. Mais en mettant un ensemble, en revoyant les fondamentaux, en revoyant le cadre légal, on peut pousser les médias à se regrouper, à avoir des groupes de médias, organisés en entreprise. Parce qu'au Mali, encore, on a fait plus de l'information en oubliant peut-être qu'il faut plus des entreprises. Alors que c'est la notion d'entreprise et quand même va au-delà de la notion simplement d'informer. Donc, mais ça, ce n'est pas moi qui vais donner cette leçon aux gens, c'est un autre chantier. Mais nous l'encourageons, pourquoi? Parce que nous sommes directement concernés. Quand les médias se portent bien, ça nous aide aussi dans notre travail. Donc, nous pensons qu'il y a un chantier à se faire à ce niveau. Autre chose, il y a la culture de la publicité. Il est vrai que les annonceurs, quand tu regardes, on a eu la chance d'avoir des opérateurs télécoms qui ont boosté un peu cette culture. On a un secteur agro-industriel parce que le Mali est un pays où l'alimentaire est très présent dans notre économie. Donc, on a le secteur télécom, on a le secteur alimentaire. On a timidement le secteur du service avec les banques et l'assurance. Je dis bien timidement parce que quand même l'investissement reste très faible par rapport aux autres marchés. L'investissement de ce secteur de service au Mali, banque, assurance, est très faible. Ça, c'est lié au fait que peut-être qu'il faut plus de compétition économique, il y a tout un ensemble de choses à faire pour l'investissement. Il y a aussi le fait de la commande publique. La commande publique, normalement, est un levier pour booster et la publicité et, effectivement, la collecte de revenus publicitaires qui profite à l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, cette commande publique, elle est pas bien utilisée parce qu'elle est utilisée beaucoup plus en réfléchissant information qu'en réfléchissant publicité. Donc, il y a à ce niveau aussi un travail à faire. Donc, il y a de gros chantiers et chacun a sa part dans ce chantier-là. Messieurs, nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons beaucoup parler de pistes de solutions dans cette seconde partie. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je suis toujours en compagnie de nos trois spécialistes. Merci messieurs d'être restés sur le plateau. Alexis Kalambri, vous voulez prendre la parole sur les responsabilités. Et je pense que je vais pointer du doigt la responsabilité des agences de communication. Ils l'ont dit, la publicité c'est une science. Eux sont détenteurs de cette science. Et je pense qu'il leur revient de faire une sorte d'éducation de ceux qui doivent communiquer. Vous voyez, en parlant des créateurs de contenu, il y a une sorte de contre-publicité pour les produits qui sont là. C'est-à-dire, si vous vendez les produits et que vous faites la publicité au niveau des écoliers, ce n'est pas votre cible. Mais c'est ce qu'on voit, où souvent c'est tellement choquant que vous voyez surtout c'est les marques de thé ou de boissons énergisantes. C'est tellement mal fait les publicités que ça choque.
Donc je pense que quelque part il y a une éducation. Et ce lead-là doit être porté par les agences qui expliquent aux annonceurs à qui s'adresser, où trouver ces gens-là. Peut-être avec ça, il y aura des niches pour les médias traditionnels. Permettez-moi de dire à ce niveau, une agence agréée du GEPAC, je n'en connais pas une seule agence agréée au GEPAC qui ne sache pas comment c'est que la segmentation de marché. C'est pour ça qu'il faut professionnaliser un marché. Exactement. Voilà. En fait, ce que moi je vais ajouter à ce niveau, c'est qu'aujourd'hui, il est important que l'on sache que on doit exclusivement s'adresser à une agence de communication agréée par l'État pour exercer le métier de la publicité au Mali. Ça a été dit, redit, et je pense que si on va dans ce sens, notre président de groupement, on le martèle tout le temps à tout le monde. On a même demandé au ministre de la Communication d'écrire à toutes les structures de l'État, à toutes les ONG, de ne travailler qu'avec les agences agréées pour leur intérêt et pour l'intérêt du grand public. Vous pensez que ça va résorber un peu tout ce cafouillage qu'il y a autour de la publicité avec des personnes qui ne sont pas forcément initiées, qui ont des marchés publicitaires? Alors je pense que je vais parler sous le contrôle du président. Il est important d'appliquer la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exercice de la publicité sans autorisation est passible d'une peine de prison et d'amende. En réalité, il y a les leviers. Il faut juste que qu'on les actionne. Qu'on les actionne. Et si on les actionne aujourd'hui, tout rentre dans l'ordre. Parce qu'il n'y a pas de loi qui régit maintenant la publicité sur les réseaux sociaux. Tout ce qui... Si il y avait une loi et que plus la loi sur la publicité, on applique. Ou disons, avant d'avoir cette loi, c'est d'appliquer d'abord intégralement la loi sur la publicité. La publicité au Mali est régie par des lois, ce n'est pas des décrets. Hein. Il y a un décret d'application, mais c'est une loi qui régit la publicité dans notre pays. Comment les médias vivent justement ce manque de publicité? Comment essayent-ils de s'en sortir? Je vous invite à suivre ce reportage. C'est lorsque le vent de la démocratie a commencé à souffler sur le Mali à la chute du régime du général Moussa Traoré en 1991 que le paysage médiatique national a été libéralisé. Le passage de l'analogique au numérique, quelques années plus tard, a également favorisé la création de centaines de médias privés, commerciaux et non commerciaux. Les médias ne se créent pas uniquement pour faire des ressources. Les médias sont créés d'abord pour les services publics, pour le droit à l'information, et j'ai dit que le média doit avoir son business plan. Et les médias, s'ils se donnent comme mission d'être un média commercial, le média doit développer, avant même d'exister, les stratégies permettant son financement. Le business plan, une notion visiblement mal comprise par certains promoteurs de médias qui ne savent pas où trouver les fonds pour assurer le bon fonctionnement de leur organe et le pérenniser. Même ceux qui ont bien ficelé leur projet avant de le lancer sont confrontés aux difficultés financières. Cela se matérialise notamment par un manque de moyens matériels, l'absence de ressources humaines qualifiées et expérimentées dans certains organes, les difficultés structurelles, le difficile accès à la publicité ou encore des difficultés de vente des journaux. Le principal problème même, c'est les ventes. Tout le monde est unanime là-dessus. Si je dis tout le monde, je dis les organes des médias, surtout de la presse écrite. La vente vraiment ne prend pas en charge toutes les dépenses de l'organe. La publicité reste l'un des principaux moyens de financement des médias. Mais à cause des nombreux sécuritaires politiques et institutionnels que traverse le pays depuis des années, ce secteur peine à pleinement jouer son rôle. Aux difficultés précitées s'est récemment ajoutée celle de l'électricité, ce qui occasionne des dépenses supplémentaires en carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes. Nous sommes confrontés à une grande difficulté, ce qui fait que au niveau de Djoliba même, on prend des mesures draconiennes, hein. On réduit les charges à 50%, je dis toutes les charges, sans faire de précision. On réduit aussi, on est même allé à la réduction même du personnel pour pouvoir tenir. Le manque de régulation dès le départ du secteur des médias a entraîné un certain nombre de dysfonctionnements, notamment au niveau de l'installation des radios, si bien qu'aujourd'hui, le Mali compte plus de 400 radios. Pour réguler le secteur en mai 2017, les autorités ont signé un décret instaurant des frais d'implantation des médias audiovisuels. Ces frais ont été fixés entre 800 000 et 3 500 000 francs CFA
Pour les chaînes de radio, quant au montant de la télévision, il varie entre 2 700 000 et 5 700 000 francs CFA. C'est quelque chose qui est prévu par la loi malienne depuis à peu près 1992, c'est-à-dire au moment où le paysage audiovisuel s'est libéralisé. Mais le gouvernement n'avait jamais mis en chantier l'élaboration d'un barème. Lorsque la haute autorité de la communication a été mise en place, elle a eu comme mission d'élaborer cette barème. Instaurée par le président Alpha Oumar Konaré pour favoriser l'émergence des médias, l'aide de l'État à la presse se fait rare depuis quelques années. En principe, cette subvention est de 200 millions de francs CFA par an. Les médias, le quatrième pouvoir peinent à survivre, à évoluer à cause du déficit publicitaire. Monsieur Hamidou Sampi, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait? Et là, je pose la question vraiment au patron des médias en ligne, Mali Online. Alors, il est important que l'on se réinvente. Parce qu'aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. La notion de média a beaucoup évolué. Comme Sidi l'a dit, les médias sociaux, c'est d'abord le contenu, ensuite la qualité et surtout le professionnel. Parce qu'aujourd'hui, comme tout métier, ça va s'organiser au fil du temps. Les meilleurs vont s'imposer, les plus faibles et les amateurs vont disparaître. Donc, il importe que, je l'ai dit à un panel du Salon des médias, que les médias classiques se réinventent, aillent vers le digital, s'organisent à pouvoir se mettre en phase aujourd'hui de la nouvelle évolution des médias de par le monde. Aujourd'hui, même les télés reviennent sur les réseaux sociaux, à fortiori les journaux. Donc que les journaux d'abord se réinventent. Le papier, je l'ai dit, hein, c'était un peu à couteau tiré avec un grand journaliste. Le média papier va disparaître. Je vois Monsieur Calambri qui... Non, en fait, le souci, pour moi, je l'ai dit au départ, il y a un modèle économique à réinventer, mais il faut beaucoup d'appui de l'État pour rendre difficiles les conditions. Chez nous, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art parce que il y a le journaliste, mais il y a l'entreprise de presse. Et créer une entreprise, ça demande de gros moyens. Chez nous, les entreprises ont été créées par des journalistes, surtout pour ce qui concerne la presse écrite, la radio. Il avait juste de quoi faire fonctionner un mois. Et le reste, c'était au petit bonheur de la chance. Donc, ça a amené tout ça. L'État peut faire beaucoup pour pousser les gens au regroupement, pour aider les plus faibles à mourir, et puis pour faire en sorte que vraiment la qualité émerge. Donc vous êtes pour l'euthanasie de ces médias-là? Exactement, exactement. Prenez juste les artistes. Vous savez, si vous payez un entrepreneur qui paie un tableau à un dégrèvement fiscal, ben on peut, Sidi parlait de la commande publique, on peut voir à ce niveau comment aider, comment faire que quelqu'un qui a beaucoup communiqué dans la presse ait un dégrèvement fiscal, et puis il y a plein d'autres là-dessus. Je pense qu'il faut aider certains à mourir et aider les autres à vivre. Comment faire de la publicité dans les médias ou même travailler avec des agences de communication quand on n'a pas de données? Quelqu'un qui est chef d'entreprise, j'imagine qu'il a besoin d'avoir des informations fiables, que la publicité qu'il va faire, il a telle donnée, il y a eu une telle audience. Est-ce que le fait qu'il y ait ce déficit donc de chiffres, de statistiques fiables dans ce secteur ne complexifie pas aussi, voilà, ce secteur ne fait pas en sorte qu'il soit un peu moribond? Oui, c'est évident. Parce qu'il est difficile de travailler en matière économique sans statistiques. Et ça, c'est clair que c'est un handicap. Ça fait partie d'ailleurs des éléments qu'on doit retenir comme étant des faiblesses donc de ce marché et même des relations entre les agences et les médias, parce que normalement, c'est les statistiques qui doivent être les baromètres dans la collaboration entre les agences et les médias. Et une agence doit regarder juste les statistiques
pour pouvoir prendre les bonnes décisions, faire les arbitrages et affecter les budgets en fonction des médias ou des émissions ou des projets. Mais en l'absence de ces statistiques, qu'est-ce que vous faites? Comment vous travaillez aujourd'hui? Alors, chaque agence a sa manière quand même de faire ses évaluations. Ce qu'on n'a pas, c'est une méthode synchronisée, une méthode consensuelle et collective de collecte de statistiques. On a eu il y a quelques années des études qui avaient été faites ici au Mali, qui avaient été initiées par TNS Sofres. Nous-mêmes au GEPAC, on a créé un observatoire de la publicité auquel on veut donner la mission effectivement de collecter les statistiques et les publier. C'est un chantier qu'on a ouvert au niveau du GEPAC. On attend de l'amener à maturité afin d'en parler avec les gens, les fêteurs des médias pour qu'on le fasse tous ensemble parce que c'est ça, ça n'a d'utilité que si les données qui seront collectées, qui seront publiées, seront acceptées par tout le monde et que tout le monde en considère cela comme un indicateur de travail. Ça aura son intérêt. Pour réagir sur votre question des solutions, vous savez, pour moi, la solution se résume à un mot, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut évoluer vers les entreprises de presse. Si ce mot-clé est intégré et que toutes les stratégies, toutes les décisions sont organisées autour de ça, avec ce seul objectif, on va faire évoluer tout de suite le secteur des médias du Mali en disant que maintenant, ce n'est pas simplement la presse que nous visons, c'est l'entreprise de presse. C'était utile aux sorties des années 90 parce qu'on était dans une logique effectivement d'un pays qui avait besoin de souffle démocratique avec une grande libération de la presse. Aujourd'hui, l'enjeu, il est économique. Il nous faut des entreprises de presse et ça change le mindset. Parce que ça suppose maintenant que le journaliste n'est pas forcément le dirigeant de l'entreprise de presse. Et ça suppose que le capital, les actionnaires peuvent ne même pas être les journalistes, ça peut être des investisseurs. Même les grands médias internationaux, de plus en plus, sont obligés d'ouvrir le capital de l'entreprise pour l'ouvrir à des investisseurs externes, qui sont souvent des grands entrepreneurs, des grandes entreprises, qui financent, qui prennent des participations, mais qui ne dirigent pas les médias, mais qui sont des investisseurs. Mais ils viennent avec des exigences de rentabilité, de productivité, de management opérationnel. Ils viennent avec des exigences. Donc, si au Mali, rien ne nous empêche effectivement de nous concentrer sur ça maintenant en disant, on a notre marché, avoir une grande lucidité pour regarder notre marché avec ses vraies réalités, avec ses vrais chiffres, avec ses vraies statistiques et réorganiser tout avec la notion de entreprise de presse qui veut dire exigence de rentabilité, qui veut dire exigence de productivité, qui veut dire capacité donc à générer des revenus sur le court, le moyen et le long terme. Et ça ne peut se faire avec, certes, aujourd'hui, les acteurs d'aujourd'hui, c'est eux qui seront à la manœuvre, avec l'accompagnement des publicitaires qui ont pour rôle d'être des partenaires stratégiques de ces médias, donc être apporteurs de revenus publicitaires, avec l'État, puisqu'il y a un côté régulation dans le processus à faire, qui permettra de chacun de travailler avec cet esprit. Au niveau de la publicité, nous avons réussi à travailler sur la régulation. Attention, parce qu'il a fallu un État qui a été à l'écoute, qui a accepté de travailler avec nous ensemble, et c'est quand même à saluer parce que c'est pas fréquent au Mali qu'un secteur économique, les acteurs du privé et les acteurs étatiques se mettent ensemble pour définir un cadre de régulation et arriver à le mettre en place et à le gérer pendant presque 10 ans maintenant. C'est quelque chose d'assez inédit et qu'on peut dupliquer ailleurs. Avec la publicité, ça marche, ça donne des résultats et c'est visible, et on peut voir comment prolonger cette belle expérience-là ailleurs, et pourquoi pas tous nous y mettre. On arrive dans la dernière ligne droite de cette émission, mais avant, je vous invite à regarder ce point de vue qui va nous permettre de parler du monopole du marché publicitaire. Les organes de l'État sont soutenus par l'État. Que ça marche ou pas, l'État paye le fonctionnement. L'État paye les journalistes de l'ORTM et de la MAP. Mais ce sont les mêmes organes qui mobilisent, qui attirent toute la publicité. Pas parce qu'ils sont forcément les meilleurs, mais parce qu'il y a toujours la culture de parti unique, la culture d'organes d'État qui est là. L'État même ne fait rien pour une distribution juste de la masse publicitaire. Le monopole de la publicité. Monsieur, une réaction par rapport à ce point de vue qu'on vient d'entendre, Hamidou Sampi? Bon, c'est un point de vue. Moi, je pense que ça va au-delà de cette analyse de mon confrère et bon petit frère Chahana. Aujourd'hui, le problème, comme Sidi l'a dit, il a dit entreprise
Moi, je dis légalisation. Tant qu'il n'y a pas une loi portant régime de presse et de médias, il n'y aura rien. Il me semble que cela a été déjà un peu, voilà, donc pensé, réfléchi et même proposé aux autorités. Savez-vous aujourd'hui que, je ne ferai pas de publicité, Mali Online est quand même un média crédible et respectable sur la place. Légalement, on n'existe pas. Ah bon? Oui. Quoi? Bah parce que la dernière loi sur le régime de presse date de 92. Il y a combien d'années? Et aujourd'hui, la loi n'a pas suivi l'évolution des médias aujourd'hui. Et il est important que l'on puisse avoir une loi qui organise, qui autorise, qui légifère sur le métier. Sinon, on va faire des incantations, on n'ira nulle part. Il est important aujourd'hui qu'on mette de l'ordre à travers une loi, qu'on ait le courage de voter cette loi et d'organiser le secteur. Sinon, les réseaux sociaux ne sont pas régulés. Il n'y a pas de loi là-dessus. Pour vous, donc, la priorité, c'est quoi? Mettre la loi d'abord. La loi d'abord. Et ensuite, dès qu'on met la loi amène les décrets d'application avec les règles, et les règles vont amener l'organisation, et l'organisation va amener l'entreprise de presse. Sinon, on ira nulle part. Il faut l'entrepreneuriat et surtout une volonté politique. Parce que c'est cette volonté politique de mieux organiser et structurer l'entrepreneuriat de presse qu'on ne sent pas. Parce que si l'État s'implique réellement, l'État a les moyens de contrôler et d'obliger à aller vers l'entrepreneuriat de presse parce que la commande publique est la plus forte. Si l'État mobilise les moyens de l'État pour aider l'entrepreneuriat, il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent et qui ne comprennent pas pourquoi il serait important d'avoir des médias qui ont donc de la publicité, qui sont dynamiques, qu'est-ce que vous leur dites? Surtout dans notre contexte socio-politique actuel. Oui, que la vente du numéro ne rapporte pas à la presse. Que la télévision que les gens regardent gratuitement a des charges parce qu'il faut payer l'eau, l'électricité et le personnel, entre autres, et que donc il n'y a que de cette façon que les médias peuvent se financer, que par la publicité. Et cette publicité doit être mieux encadrée, ou du moins que l'État doit faire en sorte que une grande partie aille vers les organes de presse, les entreprises de presse organisées, structurées, qui ont des sièges, qui paient des impôts, qui ont du personnel. Merci. Sidi Danyoko, pour le mot de la fin, la même question. Vous avez dit entreprise de presse, il faudrait que les uns et les autres se mettent ensemble pour travailler. On a vu même des entreprises familiales qui n'ont pas réussi. Comment là aussi on peut être sûr ou certain que cela peut réussir? Oui, il n'y a jamais de certitude dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs, effectivement, l'entrepreneuriat c'est un risque. On peut réussir, on peut échouer, on peut avoir des hauts et des bas. Mais au moins on sait, là, on connaît la philosophie et on sait pourquoi on s'est engagé, et on sait ce qu'il faut faire pour faire face aux problèmes. L'entrepreneuriat a l'avantage que ça vous amène à être réaliste à partir des fondamentaux de base, à regarder un marché, à regarder des statistiques, à regarder sa capacité d'investissement, à trouver des investisseurs, à regarder sa taille de marché, à s'organiser en conséquence, sans compter ni sur l'aide publique, ni sur des subventions, ni sur des choses qui sont aléatoires, qui ne dépendent pas de vous. Donc si on décide de dire on va plutôt maintenant bâtir l'esprit d'entrepreneuriat de presse, on a eu pendant longtemps au Mali l'esprit de la presse militante, de la presse engagée. C'était normal, c'est lié à l'histoire de notre pays. Maintenant, il faut passer à l'esprit de l'entrepreneuriat de presse. Ça va permettre que, certes, qu'il y ait d'abord une base légale, Sampi l'a dit, il faut quand même des textes pour déjà mettre le soubassement. Et ensuite, il faut construire le reste derrière, en termes d'organisation du marché, en termes de rôle des interactions entre ceux qui veulent investir et ceux qui veulent gérer. Ensuite, en termes d'interaction dans le relationnel avec les consommateurs. Et puis, derrière, il y aura des arbitrages à faire. Comment va se passer la concurrence entre les médias privés et les médias publics, comment la commande publique doit être un levier qui peut être géré dans ce schéma-là. Il y a un ensemble de choses à faire, mais l'élément fondamental, c'est d'abord construisons tous à partir de la notion d'entrepreneuriat de presse. L'entrepreneuriat de presse, messieurs, on va justement terminer par une note d'espoir en regardant cette dernière infographie qui va nous permettre de parler des perspectives de dépenses publicitaires mondiales dans le monde. Donc en 2025, on parle de plus de 1170 milliards de dollars, soit plus de 650 000 milliards de francs CFA.
Ça, c'est pour 2025, donc le marché de la publicité, soit plus de 7,4% de croissance prévue donc, en cette année 2025. Mais on le disait tout à l'heure, 90% de nouveaux marchés seront alloués au secteur du digital. C'est dire que le marché publicitaire est dynamique, mais il faut peut-être muter vers le digital un peu plus que par le passé. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Je remercie infiniment nos invités qui sont passés nous édifier sur notre thème. Merci Monsieur Sidi Danyoko. Vous êtes le président du groupement professionnel des agences de communication et des régies publicitaires du GEPAC. Merci beaucoup Monsieur Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, président du réseau des journalistes économiques. Merci infiniment Monsieur Amidou Sampi, directeur de Mali Online, directeur de Créacom Afrique, une entreprise de communication qui existe depuis plus de 25 ans. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMA.